Bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. À l'instant même, on s'entretient avec M. Danny Bernier, candidat du Parti conservateur du Québec dans Saint-François. M. Bernier, bonjour. Bonjour. Donc, M. Bernier, premièrement, des petites questions pour apprendre mieux à vous connaître. Lors de votre discours d'investiture là, en juin dernier, vous êtes présenté comme étant quelqu'un qui travaille dans le milieu communautaire, ici même à Sherbrooke. Souvent, les personnes qui émergent du milieu communautaire sont souvent associées à la gauche. En fait, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter pour le Parti conservateur du Québec à l'élection de 2022? Bien, c'est bien simple. Moi, c'est que j'ai lu le programme conservateur, puis vraiment, c'est quelque chose qui m'a attiré. Je veux dire, personnellement, je suis une personne assez cartésienne. Donc, moi, c'est un programme intelligent et réaliste. Ça l'est toujours. Donc, la plateforme là, est vraiment en ligne avec ce programme-là. Donc, c'est quelque chose qui m'attire. Puis, en effet, je fais beaucoup de communautaire. C'est un des aspects de ma personnalité. Là, je vous dirais ça comme ça. Donc, mais oui, moi, c'est vraiment là, j'avais besoin de réalisme, j'avais besoin d'objectifs atteignables, puis c'est avec le Parti conservateur du Québec que j'ai retrouvé ça. Vous parlez d'objectifs cartésiens dans la plateforme du Parti conservateur du Québec. Est-ce qu'il y a des enjeux précis dans lesquels que vous êtes senti interpellé pour vous lancer en politique? Oui, absolument. Ben, c'est sûr que moi, au niveau de la réduction d'impôts, c'est-à-dire de faire passer le premier échelon de 15 000 $ non imposables à 20 000 $ non imposables, puis le 2 pour les échelons supplémentaires, le calcul se faisait rapidement que, ben là, on parle de, mettons, là, c'est toujours l'exemple qu'on donne, une famille de 2 adultes avec 2 enfants qui font en moyenne 80 000 $ de revenus annuels, c'est 3 500 $ qu'ils ne paieront pas d'impôts. Donc, vraiment, c'est intéressant. C'est de l'argent qui reste dans les poches des personnes. Lors de votre discours d'investisseur, vous avez mentionné que les enjeux de la crise du logement, du prix de l'essence, du coût de la vie aussi, puis l'endettement de la classe moyenne étaient des enjeux qui vous avaient préoccupé. Comment que ces enjeux-là se traduisent dans la plateforme du Parti conservateur du Québec? Et c'est sûr qu'on vise la réduction d'impôts, comme je t'ai parlé, aussi de retirer la taxe de vente sur les produits usagés. Donc, on parle beaucoup des voitures parce que c'est, entre autres, là, un des achats qu'on fait les plus chers dans une vie, je vous dirais, c'est les maisons puis les voitures. Donc, au niveau des voitures, de retirer la taxe sur une voiture usagée, mais c'est vraiment c'est de l'argent qu'on n'a pas à dépenser. Parce que taxer 2 fois un même objet, que ce soit une voiture usagée, que ce soit un pound shop, là, comme on dit. Donc, c'est quelque chose que moi, je trouve aberrant à ce niveau-là. Je veux dire, on a déjà payé l'entièreté de la taxe sur le produit. Pourquoi payer une deuxième fois? Je pense qu'il y a des choses qui doivent changer. Puis, c'est sûr que retirer la taxe de vente sur l'essence temporairement, là, le temps que les choses se placent, qu'on puisse contrer un peu les problèmes qu'on a là, en ce moment. Donc, ça pourrait aider vraiment toutes les familles directement. Mais vous n'avez pas peur qu'en enlevant la taxe sur l'essence, que justement les compagnies pétrolières ne décident pas d'augmenter leur marge de profit? Justement, on va ôter une taxe. Donc, est-ce qu'il y a une crainte chez vous que les compagnies pétrolières décident d'augmenter le prix au niveau qui serait avec la taxe? Mais c'est sûr que je ne vais pas faire semblant que c'est un monde parfait et que personne ne va essayer de faire ça. Toutefois, ils l'ont fait en Ontario. Puis, on a vu là, une diminution directement à la pompe. Donc, vraiment, les compagnies n'ont pas utilisé cette possibilité-là d'augmenter le prix puis de mettre ça, de ramener le prix à celui qui était. Donc, ils laissent aux contribuables là, profiter de ce rabais sur l'essence. Donc, puis aussi sur l'inflation, évidemment, là, au Canada puis au Québec aussi, c'est évidemment, bon, ça nous touche, ça touche tout le monde, en fait. On parle environ là, entre 7 et 8 % là, l'inflation pour cette année. Qu'est-ce que le Parti conservateur du Québec concrètement veut faire pour lutter contre l'inflation, mis à part là, ôter certaines taxes là, comme qui a été mentionné plus tôt? Oui, ben c'est ça. Comme je dis, déjà, c'est un tout qu'on doit faire. C'est sûr que contrer l'inflation, ça se fait de plusieurs façons. Comme on a mentionné, retirer les taxes, enlever la taxe sur l'essence aussi. Puis c'est aussi de contrer, je vous dirais, là, en laissant les sous dans les poches des gens, c'est de contrer le fait où est-ce que le gouvernement prend dans vos poches. Donc, c'est-à-dire, on va en laisse plus, puis vous avez le loisir de dépenser ces sous-là, soit dans votre épicerie, soit dans votre loyer, soit dans votre dollar loisir. Donc, on laisse la liberté aux gens de choisir leur argent où est-ce qu'ils vont le dépenser à ce moment-là.
Puis, dernière question sur votre discours. En fait, il y a quelque chose qui m'a interpellé, puis j'aimerais que vous développiez un peu sur ce sujet-là. Vous avez mentionné qu'au Québec, qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre motivée. Qu'est-ce que vous voulez dire par une pénurie de main-d'œuvre motivée, de gens motivés, en fait? En fait, on le voit parfois, on a un service à la clientèle qu'on dirait on se donne pas à 100%. Moi, j'ai beaucoup travaillé en fait dans le service à la clientèle. Puis on voit de plus en plus des gens qui disent je peux pas travailler plus qu'une journée par semaine, 2 journées par semaine, sinon l'impôt ça vient me chercher dans les poches. Ou les étudiants qui disent je vais perdre mon prêt étudiant, ma bourse étudiante. Donc on veut améliorer les crédits d'impôt pour les étudiants qui entrent sur le marché du travail. Donc ils vont être motivés à travailler plus. La même chose pour les personnes retraitées qui reviennent sur le marché du travail, c'est d'augmenter les crédits d'impôt pour les garder au travail, pour qu'ils soient motivés à rester avec nous. Donc vraiment, là, c'est quelque chose qui est important. Donc une mesure qui va, dans le fond, qui touche essentiellement les jeunes étudiants ou les personnes âgées qui sont retraitées qui veulent venir travailler 1 ou 2 journées par semaine puis qui se privent de le faire, là, si je comprends bien. Oui, absolument. Puis on vous dit jeunes étudiants, mais on peut être étudiant à n'importe quel âge. Je veux dire, dès que on a des prêts et bourses parce que le salaire annuel est impacté, impacte nos droits en prêts et bourses, le montant auquel on a droit, mais ça devient important de jouer avec ces normes-là, puis d'améliorer le crédit d'impôt pour que ces gens-là se sentent pas pris à la gorge de dire j'ai pas le choix de faire juste une journée par semaine, j'ai pas le choix de travailler seulement l'été, puis je peux plus après. Donc on veut les ramener sur le marché du travail. Monsieur Bernier, l'un des enjeux quand même imposants de la campagne à Sherbrooke, mais dans la région, c'est le fameux trajet Montréal-Sherbrooke. On voulait savoir votre position là-dessus. Qu'est-ce que le Parti conservateur ferait s'il formait le prochain gouvernement? En fait, le Parti conservateur ne s'est pas penché en tant que parti là-dessus. Moi, c'est un enjeu que, personnellement, en tant que candidat du Parti conservateur à Saint-François, c'est quelque chose que c'est sûr que c'est important pour le développement de la région. C'est important aussi pour connecter les communautés. Puis, je vais être très honnête, on voit de plus en plus, on voit qu'il y a des jeunes qui ne vont pas chercher leur permis de conduire. Donc, c'est un changement qui s'opère dans la société. Moi, en région, c'est sûr que dans les grands centres, il y a de moins en moins de gens qui ont les permis de conduire ou qui possèdent une voiture. D'apporter un nouveau mode de transport ou plutôt de ramener un ancien mode de transport, c'est quelque chose qui va motiver l'économie locale, qui va motiver aussi la connexion entre les communautés. Puis vous parlez du lien Montréal-Sherbrooke, mais il y a aussi Sherbrooke-Quaticook et Quaticook-Boston. Donc, c'est un projet en 3 étapes qui est un peu plus gros que ça, mais la dernière fois qu'on a fait un projet de train aussi énorme, ça a pris une 20aine d'années. Donc, ils ont commencé le projet déjà, mais ça se pourrait que ça prenne énormément de temps avant que le projet voie le jour. Donc, c'est sûr que il y a des études en ce moment qui sont en cours. Il faut attendre les résultats de ces études-là, mais absolument que si on peut devenir... on est déjà à un point économique, mais si on peut bonifier ça, c'est sûr qu'on peut pas aller contre une volonté de développer la région. En fait, la question était aussi surtout de développer le lien Sherbrooke-Montréal quand même assez rapidement parce que, évidemment, à Sherbrooke, puis à Bromont, il va y avoir des zones d'innovation, en fait, qui vont venir stimuler l'économie ici locale. Puis, il faut relier rapidement, en fait, les 2 régions. Ça fait longtemps, évidemment, que le train est suscité. Mais est-ce que ça pourrait aller plus vite qu'il y a 20 ans pour laisser en fait, le choix aux gens de prendre soit leur voiture, en fait, d'offrir des alternatives très rapidement, au lieu de prendre la voiture, de développer aussi peut-être un réseau structurant de transport qui est mieux entre les 2 villes, au niveau du transport en commun, puis aussi au niveau du train. Est-ce que à court terme, est-ce que ça pourrait, en fait, donner le libre choix rapidement aux gens au lieu d'attendre 10, 15, 20 ans? C'est sûr qu'on n'a pas le choix de respecter certaines normes. C'est-à-dire, comme je dis, il y a des études en ce moment qui sont en cours, qui ont été défrayées par le dernier gouvernement. On a demandé des études, on a donné, mais le gouvernement a donné des sommes d'argent pour être sûr qu'on réalise ces études-là pour voir la possibilité de ramener un train soit à haute vitesse à basse vitesse. Puis il y a aussi je veux dire, le transport en ce moment, les rails, c'est de la marchandise, c'est pas des gens qui sont dans les cars, les wagons. Donc, il y a des choses importantes au niveau de la sécurité. On n'a pas le choix d'attendre. C'est sûr que la mise en chantier peut être faite. Ça fait déjà 6 à 8 ans où est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur ce projet-là. Donc, on parle d'un projet en général, en moyenne, qui prend une 20aine d'années. Ça se pourrait qu'on le voit dans 8 ans. Mais
je vous dirais, est-ce que c'est important à court terme? Oui. Est-ce que c'est réaliste de dire que ça va être dans la prochaine année? Je dirais que c'est très, très peu probable. Avec des objectifs, comme je dis, très réalistes. On parle encore là, de plusieurs années. Est-ce que ça devrait être un enjeu de campagne cette année? Je crois que tout le monde a la volonté de bien faire, puis de, comme je dis, d'aider au transport en commun. Toutefois, est-ce que ce projet-là est réaliste cette année, même dans les 4 prochaines années? C'est possible que la réponse soit non. Malheureusement, j'ai pas toutes les études devant moi parce qu'ils sont toujours en cours de réalisation. Toutefois, je sais pertinemment que je vais me tenir au courant de ce projet-là pour la suite des choses. Puis, absolument, que dès qu'on va avoir des nouvelles, on va en donner, puis on veut que ce soit le plus positif possible. Pardonnez-moi, sur un autre ordre d'idée, la plateforme du Parti conservateur du Québec mentionne que le parti rendrait le transport gratuit dans la région de Québec. Le transport gratuit dans la région de Québec, oui. Est-ce qu'il y a des plans de ce type-là que vous metteriez en œuvre à Sherbrooke? Puisqu'on trouve, de mon côté, je trouve ça curieux de situer la gratuité du transport dans la région de Québec et ne pas spécifier le reste du Québec dans ce genre d'idée. Quelle est votre position là-dessus? En fait, ce qui est discuté à Québec, c'est un projet pilote. Donc, c'est de faire l'essai avec un grand centre qui est Québec, de mettre le transport en commun gratuit, de voir des études sur l'achalandage. Est-ce qu'on a une augmentation? Est-ce qu'on a une diminution des voitures sur la route? Une diminution de la congestion du trafic? Donc, une fois qu'on va pouvoir calculer ça, puis ce que ça donne comme résultat, ben oui, absolument. L'objectif ultime, en cas de résultat positif, c'est de l'exporter à la grandeur du Québec, puis que ça fonctionne partout. Toutefois, si on se rend compte que cette mesure-là n'incite pas au transport en commun et que c'est de l'argent des contribuables qui est dépensé, admettons, là, je parle du projet de Québec seulement. Donc, si l'argent du Québec au complet pour une passe test, on dit, il n'y a pas de résultat concluant, est-ce qu'on s'en va vers d'autres orientations? Je pense que c'est important de faire justement des projets pilotes, des tests, parce que la réalité d'une région ne peut pas nécessairement s'appliquer partout. Puis une idée, c'est important de la tester avant de la mettre de l'avant. Est-ce que, puis à Sherbrooke, par exemple, si on enlève que ce soit la gratuité dans le transport, est-ce que vous avez des idées plus spécifiques ou concrètes que le Parti conservateur du Québec mettrait de l'avant à Sherbrooke? C'est sûr que moi, comme je dis, en tant que candidat ici, il y a des choses que j'aimerais mettre de l'avant. Entre autres, je sais qu'à Sherbrooke, déjà, pour les étudiants, on a la gratuité, donc c'est-à-dire que la passe d'autobus est payée à même le frais étudiant. Je veux dire ça comme ça. Et c'est sûr que c'est quelque chose que pour toute la population pourrait en bonifier. Puis si on voit des retombées positives, comme je disais, sur le trafic, sur la congestion, sur l'utilisation de la voiture, c'est quelque chose vers quoi on va s'en aller. On peut pas être à l'encontre du gros bon sens puis de ce qui fonctionne. Le Parti conservateur veut aller de l'avant pour développer de façon économique. Puis justement, si ça permet qu'il y a des gens qui se trouvent un emploi un peu plus loin de la maison puis qui ont accès, c'est sûr qu'au final, c'est vers ça qu'on veut aller. C'est vers ramener des gens au travail. C'est vers régler une crise là, de la main-d'œuvre. Donc, si on peut trouver des solutions qui fonctionnent, on va les mettre de l'avant. Absolument. Oui, moi j'avais une question à propos, justement, le projet pilote de gratuité dans la région de Québec est surtout une alternative au projet de tramway. Alors, est-ce que la gratuité des transports en commun peut vraiment augmenter l'achalandage des transports en commun sans augmenter l'offre de service, sachant qu'il y a des endroits où les autobus passent peu fréquemment et qu'il est peu alléchant pour une personne de prendre les transports en commun? Je vais vous demander, pardon, ça a coupé pendant la question de répéter. Je suis désolé. OK. Ce que je voulais savoir, c'est la gratuité des transports en commun est-elle réaliste sans augmenter l'offre de services des transports en commun, sachant que dans certaines régions, l'offre de services est tellement faible qu'il est peu alléchant pour certains usagers d'utiliser les transports en commun? Je pense sincèrement que puisque c'est un projet pilote, ça va être à revoir
même pendant qu'ils se réalisent. C'est-à-dire de voir, on a un achalandage qui augmente à tel et tel endroit, on a besoin de rajouter des heures de service, un nombre d'autobus sur le réseau. Donc, c'est quelque chose qui va être adaptable parce que on parle de projet pilote, c'est pas un projet qu'on lance puis on dit, bon, on va prendre une photo au début, on va prendre une photo à la fin, puis pendant le milieu de ce projet-là, on va dire sur 3, 6 mois, 9 mois, 1 an, puis on arrête de le regarder. Donc, c'est important d'avoir un suivi en continu, puis justement de voir c'est quoi les adaptations qu'on peut faire pour le rendre plus performant. Parce que la photo de début puis la photo de la fin, c'est si on fait pas un suivi serré à savoir c'est quoi les besoins, puis est-ce qu'on répond bien aux besoins, on sera pas en mesure de dire on a fait un travail complet à ce moment-là. Ah, OK. Merci de votre réponse. J'avais une question aussi sur le santé. Il y a la santé, qu'est-ce qu'il y a dans le programme du Parti conservateur? On sait qu'il y a une idée de numérisation du système de santé et une idée de décentralisation du système de santé. Pensez-vous que ces deux idées sont compatibles? Oui, absolument. Je pense que c'est justement des choses qui sont compatibles. Je veux dire, de fonctionner par fax, comme on a appris que ça se faisait encore fréquemment, c'est pas une option qui est valable. De poursuivre, parce que c'est déjà commencé, de poursuivre la numérisation du système de santé, puis la décentralisation, c'est justement de laisser accès plus facilement, je dirais, à tous les endroits où les points de service où ils vont y en avoir besoin. Donc, je pense que c'est deux mesures qui sont complémentaires ensemble. Puis justement en santé, on en parle beaucoup si vous voulez que je fasse du pouce là-dessus, je ne veux pas préciser vos questions, mais de rajouter du privé en santé. Donc pour certaines opérations, de dire si on dépasse un délai de 1 mois, 2 mois, 3 mois au service public, où est-ce qu'on dit dépasser ce temps-là, ça n'a pas de bon sens pour une opération qui pourrait engendrer plus de problèmes chez un individu, ou est-ce que je prends l'exemple d'un genou, si on répare pas le genou de quelqu'un, c'est des problèmes peut-être de colonne qui vont suivre, de posture, c'est important que dans un temps imparti, cette opération-là ait lieu. Donc, on va prendre la carte d'assurance maladie et on va pouvoir se retourner vers le privé lorsque on dépasse des temps acceptables dans le système public. Donc, ça permet, je vous dirais que quelqu'un qui n'a pas son opération à temps puisse changer de système, aller au privé, puis dire là, on prend la carte, puis on a notre opération, on a notre traitement dans le temps à partie. Alors, la décentralisation serait alors compatible. Est-ce que vous pensez que la décentralisation entraînerait pas comme une décentralisation une décentralisation des données, dans le sens que ce serait peut-être plus difficile de communiquer les données avec plein de compagnies privées, de cliniques privées et le public, que ça rendrait la communication un peu plus difficile que si les données étaient toutes centralisées au même endroit? En fait, la décentralisation des systèmes de santé puis la numérisation, elle, permet la centralisation des informations. Donc, on parle de deux choses, je crois, différentes. Puis à ce niveau-là, très, très technique, je vous dirais, selon le système numérique, puis là, je fais pas semblant d'être un expert, là, j'en suis pas un au niveau du domaine numérique. Toutefois, je pense que c'est des choses qui sont compatibles parce qu'on l'a vu, la numérisation des données nous permet de partager plus facilement des données entre personnes. On l'a vu aussi, je veux dire, on a fait un bond technologique pendant la pandémie. On n'a pas eu le choix, donc on a fait ce bond-là. Puis je crois que c'est un pas de plus dans ce sens-là d'aller vers ça. Vous allez parler brièvement de la privatisation du système de santé. Je vais continuer un peu là-dessus. On sait qu'au Québec, je vais faire un peu un parallèle là, pour expliquer un peu ma question. On sait au Québec que le système d'éducation il est à 3 vitesses. Là, je m'explique. Il y a une part au privé, une part qui est semi-privée publique et une part qui est publique. Puis on sait que avec le temps, aujourd'hui, on sait que il y a vraiment une disparité au niveau de l'éducation entre un élève qui va au privé, au public, ou au semi-privé, semi-public. Vous n'avez pas peur qu'avec la privatisation du système de santé, il y a une iniquité au niveau des soins accordés aux gens qui vont se faire soigner dans le privé et dans le public? Je parle iniquité au niveau de la qualité des soins, vraiment, là. On a les ordres professionnels qui encadrent les soins, c'est-à-dire qui encadrent le professionnalisme de nos gens dans la santé. Donc vraiment, il y a déjà des mises en place pour s'assurer que les soins qui soient donnés par une personne ou par une autre respectent certains standards. Donc moi, j'ai pas peur à ce niveau-là. Je veux dire, puis je vais
je veux dire, à ce niveau-là, c'est peut-être au niveau du suivi. Peut-être que vous allez choisir de prendre plus ou moins de suivi selon le médecin que vous avez. Je pense que ça, c'est une considération qui est plus humaine que ce qui a trait aux soins qui est donné. Parce que je me fasse, je donne un exemple, une chirurgie mineure de retrait de grain de beauté, que je le fasse au privé ou au public, je crois que je vais me faire retirer mon grain de beauté puis que le résultat va être le même. Au niveau de l'éducation, c'est un autre domaine. Donc, j'aimerais pas mélanger les cartes avec ces deux domaines-là. Parfait. Puis, justement, la privatisation, bon, évidemment, ça va permettre à certains médecins davantage de s'incorporer. On sait que quand qu'on s'incorpore au Québec, on a droit à certaines déductions fiscales. Vous avez pas peur, justement, qu'en privatisant le système de santé, ça va augmenter, en fait, les dépenses faites, puis une baisse de revenus, justement, puisque les personnes qui sont issues du milieu privé ont droit à des déductions fiscales? Pardon, je vais encore une fois, je suis désolé, j'ai une coupure de mon côté. Je vais vous demander de répéter la question. Oui, sans problème. Dans le fond, j'expliquais que j'expliquais que dans le fond que la privatisation du système de santé allait permettre à des médecins de pouvoir s'incorporer. Puis au Québec, lorsqu'on s'incorpore comme une compagnie, on a droit à certaines déductions fiscales. Puis dans le fond, ma question c'était est-ce qu'il y a pas une crainte chez vous que dans le fond les coûts du système de santé allaient augmenter puisqu'on allait affaire avec le privé, puis que l'État allait dans le fond se priver de certains revenus avec dans le fond ces avantages fiscaux là que l'incorporation là, amène. Non, en fait, les médecins sont déjà des travailleurs autonomes. C'est-à-dire que on les paie là, autant dans le système privé que public. C'est-à-dire qu'ils sont payés à l'acte. Donc, une opération au genou, ça vaut 2300 $. Une hanche, je donne des chiffres là, inventés comme ça, mais une hanche peut-être 4700. Donc, c'est déjà prévu selon l'acte qui est effectué. Donc ça, c'est déjà un barème qui existe, qui est là. Puis ce sont déjà des travailleurs autonomes. Donc l'incorporation ou c'est déjà prévu l'enregistrement là, au niveau autonome à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a certains niveaux, je dirais, dans les entreprises, mais je crois pas que ce soit un enjeu, non, à ce niveau-là, parce que les crédits d'impôt existent déjà pour les gens qui sont travailleurs autonomes. Puis nos médecins sont travailleurs autonomes. Donc, puis on va continuer sur un autre enjeu qui est unique dans votre plateforme du côté des conservateurs au Québec, l'exploitation de nos ressources naturelles. Là, ici, je prends en l'occurrence là, en ce qui a trait au pétrole. Est-ce que le Québec est rendu en 2022 à exploiter ses propres ressources naturelles comme le pétrole alors qu'il n'y a pas réellement d'acceptabilité sociale pour les exploiter? En fait, je vous dirais que les technologies ont évolué et le Québec aussi s'est développé. On a des gens qui sont compétents, qui ont les technologies, puis on a les ressources, les normes en place pour pouvoir mieux exploiter nos ressources naturelles qu'on avait il y a 30, 40, 50 ans. Je donne un exemple là, concret dans les ressources naturelles. On fait maintenant de la coupe sélective. C'est-à-dire que dans les forêts, on fait plus de coupe à blanc comme ça a déjà existé. On va aller faire de la coupe sélective. Donc, c'est fait de façon efficace, de façon encadrée, de façon intelligente. Je crois qu'on peut faire la même chose avec nos ressources naturelles dans presque tous les domaines. C'est-à-dire qu'on a déjà des normes où on va créer des normes, puis on veut aller faire l'exploitation de ces ressources-là de façon intelligente, puis avec les normes d'aujourd'hui, puis avec les professionnels d'aujourd'hui aussi. Donc, vraiment, je pense qu'on a les moyens de se développer, puis de dire, regardez, nous, on l'a fait, puis peut-être à ce moment-là qu'on va pouvoir justement rayonner de nos professionnels, puis de nos façons de faire à l'extérieur du Québec, puis même dans le monde entier. Bon, évidemment, les nouvelles technologies aussi, on pourrait en développer en exploitant d'autres formes de ressources qui sont davantage renouvelables, tandis que le pétrole est une ressource qui va s'épuiser. On pourrait pas avoir une vision davantage futuriste qui est axée, évidemment, sur les nouvelles technologies, puis sur l'innovation, mais avec d'autres forme d'énergie au lieu de, en 2022, exploiter du pétrole qui pourrait être considéré comme une énergie du passé un peu? C'est sûr que moi, je suis pas contre le progrès de toutes les ressources qu'on va pouvoir exploiter dans le futur. En ce moment, le pétrole, on sait qu'il y en a, puis c'est possible d'aller le chercher. L'exploitation du pétrole va continuer de se faire. Si c'est pas chez nous, ça va être ailleurs. Autant créer de la richesse chez nous, autant utiliser les travailleurs de chez nous. Je pense que c'est important de garder ça ici. Puis si on peut le faire, tant mieux. Puis absolument que si on peut développer des nouvelles ressources dans le futur, puis continuer d'avoir des travailleurs de chez nous, puis des ressources de chez nous qu'on va chercher pour créer de la richesse,
pour créer de la productivité. Je peux pas aller contre ça. Je suis même pour le développement économique. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je trouve important. Merci de l'avoir mentionné. Pardonnez-moi, Monsieur Bernier, merci infiniment pour votre temps pour l'entrevue. On vous souhaite Ça fait plaisir. On vous souhaite une excellente fin de campagne et puis bonne chance pour l'élection du 3 octobre prochain. Merci. C'était une très belle entrevue. Merci pour l'émission et je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci à vous aussi.